Le baron Empain quitte la présidence de son groupe, son successeur René Engen s'explique pour la première fois. La marée noire au Sénat, les mesures du gouvernement, les volontaires sur le terrain. Raymond Barre consulte les syndicats. Demain, premier rendez-vous, André Bergeron, FO. La crise du PC, avec Roger Garaudy, les 4 erreurs de la ligne marché. La folie du disco, une musique française qui vient d'Amérique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Du froid, de la neige, du verglas, du brouillard, de la pluie, et dire que le printemps a commencé il y a 3 semaines déjà. En réalité, c'est une véritable journée d'hiver que la France a connue aujourd'hui, avec des températures que l'on n'avait pas vues, paraît-il, depuis 25 ou 30 ans, et aussi de la neige, beaucoup de neige, autant qu'en plein hiver sur le Pas-de-Calais et la Bretagne, plus presque sur les massifs montagneux. Les proverbes ne manquent pas pour nous indiquer que le mois d'avril est traditionnellement un mois assez frais, mais alors là, tout de même, trop, c'est trop. 3 semaines après le retour du printemps, il neige, il vente, 7 avril qui justifie sa réputation et son proverbe archi-connu est presque chaque année vérifié. Il a neigé en montagne et même dans les Pyrénées en moyenne altitude et en plaine, comme le montrent ces images, et puis aussi en Bretagne, en Normandie, sur le bassin parisien et à Paris même, et surtout dans le Nord et le Pas-de-Calais, 25 cm de neige ce matin à Boulogne, alors que le record précédent pour cette ville et en cette saison était de 10 cm en mars 1958. En fait, il a fait presque mauvais partout en France, avec des variantes, giboulées de pluie, brouillard et autres agréments du même genre, et puis partout, il fait froid, un froid qui nous vient du Groenland, poussé par des vents qui soufflent du nord et qui, hélas, ne sont pas à bout de souffle. Demain, il fera encore froid le matin. Il gèlera sur la quasi-totalité du pays. À noter également des brouillards givrants dans le sud-ouest et le massif central. Les conditions de circulation risquent d'être très difficiles sur l'ensemble du réseau. Il y a tout de même une amélioration prévue? Eh bien, une zone de temps plus doux, avec des pluies, abordera dès la matinée la Bretagne et s'étendra dans la journée à la majeure partie du pays. Sur le reste du pays, c'est-à-dire des Pyrénées orientales et centrales aux Alpes et aux régions méditerranéennes, le temps sera relativement beau, avec toutefois quelques chutes de neige en montagne. C'est seulement à partir de vendredi que le temps va vraiment s'adoucir. C'est ça. Vendredi, après une matinée plutôt froide et brumeuse, le soleil brillera et les températures marqueront une hausse sensible. Le week-end promet d'être beau. Bien, alors attendons ce week-end. Les 130 000 ouvriers, employés, techniciens et cadres qui travaillent en France dans les différentes sociétés du groupe Empain-Schneider ont changé de patron hier. Le conseil d'administration du groupe s'est réuni dans le plus grand secret. Le baron Empain a demandé à prendre quelques mois de repos et c'est son premier collaborateur, M. René Engen, qui a été élu à la présidence. M. Engen, pendant l'enlèvement de l'industriel franco-belge, avait d'ailleurs occupé ce poste, mais par intérim. Aujourd'hui, au lendemain donc de sa nomination, le nouveau grand responsable du groupe Empain a accepté de recevoir deux journalistes de Antenne 2, Jean-Pierre Elkabbach et Philippe Sassé. C'est la première fois que M. Engen répond aux questions. Vous allez l'entendre, il parle du baron Empain, il parle de l'enlèvement de suicide, de sa libération, de son état de santé et aussi du groupe industriel qu'il représente. Qu'après cette épreuve assez dure, je crois qu'un homme normal ne l'aurait pas supporté. Il était normal qu'il reprenne un certain équilibre, un certain recul, afin de reprendre un peu des forces. Il ne faut pas oublier qu'il a subi cette mutilation et qu'il a vécu dans des conditions vraiment inhumaines pendant 2 mois. Vous qui le connaissez très bien, qui l'avez rencontré, qui l'avez encore vu avant son départ, qu'avez-vous trouvé de changé dans son comportement? Il était fortement amaigri. Je crois que son équilibre, son moral était assez affecté et qu'il était nécessaire qu'il change un peu d'air. Son départ du groupe et la suite logique. Son départ du groupe, c'est un grand mot. Il n'a pas quitté le groupe. Il reste l'actionnaire principal du groupe avec sa famille. Et le fait de me déléguer ses fonctions est simplement un acte pour se reposer, disons, est un acte normal. Il ne quitte pas le groupe.
Il va en être absent pendant combien de temps? Il sera absent le temps de se reprendre, de se remettre en état. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je n'ai pas la capacité de déterminer la longueur, mais tout ce que je sais, c'est que nous souhaitons tous qu'il revienne et qu'il reprenne en tout ou en partie, progressivement ou directement, les fonctions qu'il avait. Donc il a été très touché, mais est-ce qu'il va rester le patron? Je veux dire, est-ce que pendant son absence, il va continuer à téléphoner, à s'occuper de ses affaires? Je crois que nous allons essayer d'abord, pour que la cure de redressement soit aussi courte que possible, il est souhaitable que son repos soit aussi total que possible. Nous avons donc intérêt à le laisser tranquille, comme quelqu'un qui est en vacances, n'est-ce pas, qui prend de vraies vacances. Nous nous téléphonons régulièrement, de toute façon, et il est au courant, s'il le désire, et de tous les événements importants qui pourraient survenir. Et ces vacances peuvent durer combien de temps? Le temps qu'il faudra pour qu'il se rétablisse. Et dès qu'elles sont terminées, il reprend son rôle, il revient dans ce bureau qui est juste derrière cette... Il reviendra normalement dans son bureau et il reprendra les fonctions qu'il jugera utile de reprendre et que je lui garde au chaud en attendant. Est-ce qu'il va y avoir des changements, disons, sous votre régence? Absolument aucun. Le baron Empain et moi-même, nous faisons un travail d'équipe depuis qu'il a pris la présidence du groupe. Nous ne nous sommes jamais quittés, nous avons toujours travaillé tout ensemble. Et il ne peut y avoir aucun élément nouveau, ni dans les objectifs, ni dans les structures, ni dans les méthodes. Quels sont les grands objectifs aujourd'hui, ce début de 1978, d'un groupe comme le vôtre? C'est de faire la démonstration qu'un groupe privé et indépendant peut mieux servir qu'un autre peut-être l'économie d'un pays et d'assurer mieux qu'un autre peut-être aussi le progrès social. Nous en avons fait la démonstration jusqu'à présent, nous espérons bien continuer. Je vais vous poser peut-être une question un petit peu brutale. Est-ce qu'après un tel choc, après une telle souffrance, est-ce qu'un homme peut reprendre les responsabilités qu'il avait, les assumer comme le baron Empain les assume depuis maintenant plus de 10 ans? Je crois que c'est une question très médicale. J'espère que oui. En tout cas, nous ferons tous tout pour que ce soit comme ça. Le baron Empain n'est pas seulement pour moi un équipier, c'est aussi un ami. Pour le baron Empain, la fin de l'aventure aura finalement été heureuse. Pour le baron Bracht, cet industriel belge enlevé il y a 35 jours, il n'en aura pas été de même, vous le savez. Et on le sait maintenant, ses ravisseurs n'ont jamais eu la volonté de le garder en vie. Ils l'ont tué au lendemain même de l'enlèvement d'une balle dans la tête. Et puis il y a l'Italie. L'Italie avec sa violence quotidienne, ses meurtres et ses enlèvements. Aujourd'hui, 2 attentats ont été commis à Turin. Ce matin, c'est un gardien de prison qui a été tué. Cet après-midi, c'est un médecin, un gynécologue, qui a été grièvement blessé. Et pendant ce temps, M. Aldo Moro, le président de la démocratie chrétienne italienne, est toujours retenu en otage par un commando des Brigades Rouges. Cet enlèvement crée un profond malaise en Italie. Dans le dernier document envoyé par les ravisseurs de M. Aldo Moro, ce dernier s'en prenait nommément à l'un des principaux responsables de la démocratie chrétienne. Et on se demande maintenant en Italie si d'autres révélations ne vont pas suivre. Les Italiens qui lisent les journaux, écoutent la radio et regardent la télévision sont de plus en plus perplexes et incrédules. Voilà près de 3 semaines qu'Aldo Moro a été enlevé par les Brigades Rouges. Non seulement l'enquête de la police ne donne rien, mais ils assistent à une étrange et machiavélique opération des Brigades Rouges qui consiste tout simplement à compromettre de façon définitive le prestige du président de la démocratie chrétienne auprès des Italiens. Aldo Moro, qui se trouve dans une prison du peuple, pour employer l'expression des Brigades Rouges, a déjà envoyé plusieurs lettres à sa famille ou à la démocratie chrétienne. À chaque fois, il s'étonne, il proteste. Pourquoi est-ce qu'on ne négocie pas ma libération? Ma vie est en danger. Est-ce qu'on va me sacrifier parce que le gouvernement a décidé de ne pas céder au chantage des terroristes? Toutes ces lettres ont bien été écrites par Aldo Moro. La démocratie chrétienne affirme, Aldo Moro écrit sous la contrainte, peut-être même sous l'effet d'une drogue. En tout cas, on assiste à une véritable décomposition du président Aldo Moro, le mot n'est pas trop fort. Peut-être qu'Aldo Moro ne résiste pas aux méthodes des Brigades Rouges. Peut-être que sa personnalité n'était pas aussi forte qu'on l'a dit. Le temps joue pour les Brigades Rouges. Peu à peu, et alors que les barrages de police ont été levés et que la vie a repris ses droits, peu à peu, les Italiens oublient l'enlèvement lui-même pour ne conserver qu'une image équivoque d'Aldo Moro. Rome se remplit de touristes, comme chaque année à la même époque, car les événements n'ont pas freiné l'invasion. Et les touristes, qui s'attendaient peut-être à ressentir quelques émotions fortes, sont témoins d'une étrange situation. Un procès du type stalinien qui se déroule dans la clandestinité et dont l'accusé semble jouer le jeu devant des millions d'Italiens stupéfaits.
La marée noire. Un bâtiment de la Marine nationale a intercepté en début d'après-midi un cargo grec au large de l'île d'Ouessant. Ce cargo naviguait dans ce que l'on appelle le rail des pétroliers. Il n'avait rien à y faire. Cette interception est la première réalisée par la Marine nationale à la suite du naufrage de l'Amoco Cadiz sur les roches de Port-Salle. Cet après-midi au Sénat, 3 membres du gouvernement étaient d'ailleurs présents pour répondre aux questions des parlementaires à propos justement de ce naufrage et de la marée noire qui lui a succédé. Les sénateurs avaient des questions à poser, des questions sur les circonstances de ce naufrage, mais aussi sur l'organisation des secours. La réponse de M. Beckham en séance de nuit. Et puis, durant ce week-end, c'est une véritable marée humaine qui a déferlé sur Port-Salle et sur les côtes bretonnes pour voir une autre marée, celle-là, une marée noire. Les touristes étaient là aussi pour voir comment s'effectuent les opérations de nettoyage des côtes. Sur les 500 km de criques et de plages qui sont polluées, le travail se poursuit lentement. 8000 militaires et bénévoles travaillent 8 heures par jour. Et on estime que d'ores et déjà, 80 000 mètres cubes de résidus de mazout ont déjà été récupérés. Si, au début, le travail des volontaires n'a pas toujours été bien compris, les choses se sont améliorées au fil des jours. Ils étaient 750 la semaine dernière, ils sont 800 cette semaine. Avec la fin des congés scolaires, ils seront 250 la semaine prochaine. Leur tâche, aider au nettoiement de 450 km de côte. En tout, donc, les directions départementales de la jeunesse et des sports de Bretagne accueillent, équipent, logent, nourrissent 1800 jeunes. Ce groupe de Pont-à-Mousson, arrivé avant-hier soir, découvre le désastre. L'enthousiasme débordant du départ disparaît. Travail difficile, ingrat. Les anciens ont prévenu, ce soir, la marée montante recouvrira ce que vous venez de nettoyer. Pour lutter contre courbatures et ampoules, des pauses fréquentes. C'est décourageant. Parce que depuis le matin, on fait ça, puis on a l'impression de rien faire. Vous avez été surprise quand vous avez vu l'étendue des dégâts? Ah oui, plutôt. On ne pensait pas que ce soit comme ça. C'est très fatigant, vraiment? Oui, quand même. C'est la première journée. On a un quart d'heure de pause après 1 heure de travail. Vous ne regrettez pas d'être venu? Non, quand même pas. Seul moment un peu amusant de la journée, la douche, tout habillé. Tous savaient, pour l'avoir lu quelque part, que le mazout, c'est noir, ça colle, ça sent mauvais. Mais à ce point-là, non. Si le travail est pénible, les conditions matérielles du séjour sont bonnes, affirme le responsable du groupe. Nous couchons dans des dortoirs, nous sommes dans un lycée. Bon, c'est le confort d'un lycée, on ne peut pas se plaindre, c'est bien. La nourriture? Excellent, excellent, très bien. D'autres plus anciens ne partagent plus cet optimisme, ils sont déçus. Pour eux, il n'y a pas que l'aspect matériel qui compte. On est venu parce qu'il y avait les marées noires pour aider les Bretons. On n'a pas trouvé déjà les Bretons sur place, parce que les Bretons, ils en ont marre de toute cette marée. Ensuite, même certains Bretons sont venus nous demander, en nous disant, vous cassez le mouvement, que nous, en tant que Bretons, on a refusé de faire, de nettoyer ce que c'est pas à nous de faire, tu vois. Les Bretons ne sont pas très expansifs par nature, c'est un premier point. Deuxièmement, il faut aussi penser qu'une semblable catastrophe, il y a 11 ans, les avait traumatisés et qu'ils étaient un peu sceptiques sur le travail que pouvaient fournir de jeunes volontaires. Voilà la raison essentielle de leur accueil un peu réservé. Hier soir encore, de nouveaux groupes arrivaient en gare de Saint-Brieuc. La fleur au fusil. Aussitôt, ils étaient véhiculés, nourris, logés. Mais ce matin, première épreuve, ils grêlaient sur les plages bretonnes. Monsieur Marc Beckham, qui, comme tous les secrétaires d'État, participera demain à la réunion du Conseil des ministres à l'Élysée, fera probablement le point sur ces opérations de lutte contre la pollution en Bretagne, une tâche dont il a été chargé il y a près d'1 mois. Ce Conseil des ministres, toutefois, sera essentiellement consacré à l'étude de 4 dossiers, les résultats du Conseil européen de Copenhague, la préparation du prochain budget de la France, la situation au Proche-Orient et la situation économique et sociale. Une réunion du gouvernement qui a été préparée dès cet après-midi à l'Élysée. Le Premier ministre, M. Raymond Barre, en effet, était reçu par le président de la République. Dès la fin du Conseil demain, le Premier ministre se plongera d'ailleurs dans le dossier social. M. Raymond Barre va en effet recevoir en 15 jours, ou près de 3 semaines, tous les syndicats français. Après les marches de l'Élysée, syndicats et organisations professionnelles vont grimper celle de l'hôtel Matignon. Le Premier ministre veut procéder à un vaste tour d'horizon afin d'examiner les possibilités de faire repartir la politique contractuelle. Les entretiens vont s'échelonner sur une période de 2 à 3 semaines. Premier rendez-vous, demain à 9h30, André Bergeron de Force ouvrière.
Vendredi à 9h30, ce sera le tour d'Edmond Maire de la CFDT et mardi 25 avril à 16h, celui de Georges Séguy. Le calendrier sera précisé dans les jours qui viennent. Les organisations professionnelles, syndicats agricoles et représentants patronaux, ainsi que la FEN, vont venir voir le Premier ministre. De quoi vont-ils parler? Eh bien sûr, du SMIC, très certainement, de l'amélioration des conditions de travail, de la durée du travail, et bien aussi de la liberté des prix que désire le patronat. La politique maintenant. Monsieur Roger Chineau, le président du groupe parlementaire de l'UDF, a été reçu ce matin durant 1 heure par le chef du gouvernement. À sa sortie de Matignon, Monsieur Chineau a estimé qu'il lui paraissait tout à fait normal qu'il y ait un vote des députés sur la politique du gouvernement en début de législature, mais on ne sait pas encore si Monsieur Barre engagera la responsabilité de son équipe le 19 avril devant l'Assemblée nationale, une décision qui sera vraisemblablement prise lors du Conseil des ministres de la semaine prochaine. Du côté des communistes, un démenti aujourd'hui. Pour Henri Fisbin, du comité central du Parti communiste, on ne peut pas parler d'une contestation de la stratégie du PC. Il y a bien sûr des interrogations, écrit M. Fisbin, mais les innombrables réunions qui se sont tenues à ce jour, de ces innombrables réunions se dégage une approbation massive de la politique du parti. Une thèse qui est contestée, dans le silence, à l'intérieur des cellules, et publiquement par certains intellectuels du parti ou certains anciens membres du Parti communiste français. Je vous prie de m'excuser, un bref coup de téléphone. Bien. Bien. Nous allons donc pouvoir continuer. Normalement, je vous le disais, une thèse qui est contestée dans le silence à l'intérieur des cellules ou bien publiquement, disons, par certains intellectuels du parti ou certains anciens membres du Parti communiste français. Ainsi, pour Roger Garaudy, qui jusqu'en 1970 a siégé au bureau politique du PC, avant d'en être exclu, les militants aujourd'hui remettent en cause l'attitude de leur mouvement durant les 6 derniers mois. Pour Roger Garaudy, leur réflexion porte sur 4 grands problèmes. Il y a des questions profondes qui sont posées. Et le débat est peut-être le plus profond qui soit posé dans l'histoire du parti. D'abord, première question, est mise en cause dans la discussion la ligne même du parti, c'est-à-dire une politique d'intégration au modèle de croissance du capitalisme actuel. Tout le programme commun était fondé sur cette exaspération du modèle de croissance, ce qui amène une intégration du parti au système. Deuxièmement, je crois qu'a joué un très grand rôle le reniement en 1976 par le parti de sa dénonciation pendant 30 ans de l'illusion nucléaire. À partir du moment où on acceptait de se rallier à ce système de défense qui repose dans les mains d'un homme ou d'un très petit groupe d'hommes, on coupe la voie à toute espèce de démocratie. Troisièmement, ce que l'on reproche, je crois, au parti, c'est d'avoir mené une très fausse politique d'unité. Les militants sentent bien qu'on est sorti de la grande voie traditionnelle et très forte qui consistait à vouloir faire une unité d'abord à la base, dans des comités d'usines, de quartiers, d'universités, etc. Alors qu'on a fait simplement des pourparlers entre états-majors au sommet. Et même du point de vue théorique, une erreur fondamentale a été commise du point de vue de l'unité. On n'a pas fait une analyse sérieuse des couches sociales, de ce que j'appelais, quand j'ai été exclu pour eurocommunisme prématuré, un bloc historique nouveau entre la classe ouvrière, les ingénieurs, techniciens et cadres. Et enfin, la structure même du parti est mise en cause. On veut bien laisser parler les militants à la base, et c'est la démocratie, mais à condition que cela n'influe pas sur les décisions du sommet, et c'est le centralisme. Je crois que ce sont les 4 points sur lesquels un redressement est possible si le débat va jusqu'au bout et qui permettrait de faire renaître l'espérance. Les 3 avocats français qui, devant le tribunal de Stuttgart-Mannheim, assurent la défense de Maître Claus Croissant, ont refusé de se présenter à l'audience ce matin. Les défenseurs de l'avocat de Bader et de ses amis refusent de participer au débat aussi longtemps qu'ils devront satisfaire à une fouille corporelle avant d'entrer dans la salle d'audience. Cela n'a pas empêché le procès de se poursuivre aujourd'hui. Les forces israéliennes ont entamé leur repli dans le sud du Liban. Au fur et à mesure que l'armée israélienne recule vers ses bases, des soldats des forces des Nations Unies les remplacent au point stratégique. L'opération menée aujourd'hui n'est que la première phase du retrait israélien. La deuxième phase est prévue pour vendredi prochain. Il semble toutefois établi maintenant que l'armée israélienne gardera quelques positions dans le sud du Liban. Ou bien c'est une provocation, ou bien mon mari est malade. Telle a été la première réaction aujourd'hui à Moscou de Madame Shevchenko, l'épouse de ce haut fonctionnaire soviétique. Il est sous-secrétaire général de l'ONU,
qui a décidé hier de ne plus retourner en URSS. Madame Shevchenko a annoncé qu'il était en désaccord, Monsieur Shevchenko plutôt a annoncé qu'il était en désaccord avec son gouvernement. Pour l'instant, il n'a pas demandé l'asile politique aux États-Unis, mais un télégramme m'apprend que l'Union soviétique vient d'élever une protestation énergique auprès du gouvernement des États-Unis au sujet de cette affaire. L'Union soviétique accuse les services secrets américains d'être mêlés, je la cite, au piège méprisable tendu aux diplomates soviétiques. L'aristocratie londonienne est depuis ce matin en révolution. Pour la première fois depuis plus de 150 ans, il n'a pas été possible aujourd'hui de se faire servir une traditionnelle tasse de thé aux alentours de 4-5 heures. Au Claridge, l'un des plus prestigieux hôtels de la capitale britannique, c'était l'abstinence forcée. Une abstinence parce que les employés d'hôtels sont en grève, et ils sont en grève parce que l'on a renvoyé l'un des leurs. Alors, devinez pourquoi. Bon, on l'a renvoyé justement parce qu'il avait bu une tasse d'eau thé pendant le service. Seulement voilà, les employés des grands hôtels anglais aujourd'hui estiment que la sanction est vraiment exagérée. Ils pourraient décider de tous se mettre en grève. Londres, Claude Guénière. Voilà, le portier du Claridge ne m'a pas ouvert la porte parce que je ne dois pas être vêtu comme un gentleman. Il le fait pourtant à d'autres. Le Claridge est un des hôtels les plus fameux du monde. Honorable et onéreux établissement londonien qui, en 163 ans d'existence, a reçu les clients les plus respectueux, les plus fameux, mais n'a jamais connu l'ignominie d'une grève. Or, et pour une tasse de thé, l'hôtel aujourd'hui est pratiquement paralysé. Et le mouvement pourrait bien s'étendre à la majorité des hôtels de Londres. Il y a quelques jours, un cuisinier de 19 ans a été licencié pour incompétence. Allons donc, dit le cuisinier, que voici, cela fait 18 mois que je travaille, et on ne m'a fait que 3 remarques, d'avoir pris une tasse de thé pendant le travail, d'avoir trop salé une ratatouille, et enfin d'avoir eu une dispute avec un collègue. Mais avez-vous pas pris une tasse de thé? Oui, je l'ai fait, mais pas pendant le travail. Les repas étaient terminés, nous dit Elvige, dont les employés demandent aujourd'hui la réintégration. Et pour lui, la vraie raison est qu'il est délégué syndical et qu'il cherchait à organiser les employés de l'hôtel. Alors depuis hier soir, une bonne partie des cuisiniers, femmes de chambre, grooms, sont en grève pour demander la réintégration du délégué et la reconnaissance par la direction du syndicat. Et parmi ces employés, beaucoup de Français. Moi, je suis femme de chambre. Et vous êtes en grève? Oui, nous sommes en grève, mais c'est pour soutenir quelqu'un qui a été renvoyé. Et comme nous sommes, on veut être tous solidaires. Mais qu'êtes-vous venu faire ici, en Angleterre? Je suis venue apprendre l'anglais. Et on vient apprendre l'anglais et on se retrouve en grève? Oui, j'étais déjà licenciée en France, et me voilà en grève ici, mais... Est-ce que vous êtes surpris par ces grèves en Angleterre, vous en tant que Français? Oui, disons que ça change de la France parce que c'est beaucoup plus calme. En France, c'est les défilés dans la rue. Ici, non. On reste devant le lieu de manifestation, on reste pour faire voir aux gens, mais on ne défile pas dans la rue. C'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas de bagarre ni rien avec la police, rien. La direction, pour l'instant, refuse de parler. Elle va pourtant bien devoir négocier. Car la solidarité est en train de jouer. Le syndicat des travailleurs municipaux compte quelques 1000 membres dans l'industrie hôtelière de Londres. Et ils seraient prêts, eux aussi, à débrayer. Quelques fournisseurs ont suivi le mouvement et demain, l'hôtel ne sera pas livré en œufs, lait, légumes, etc. La direction a dû annuler tous les banquets, certains de 800 personnes, pour la semaine à venir. Une perte considérable. Tout cela pour une tasse de thé et trop de sel dans une ratatouille, du moins officiellement. Les joueurs de Bastia vont jouer demain le match de leur saison au stade Furiani. Les Corses vont tenter de se qualifier pour la finale de la Coupe de l'UEFA. S'ils réussissent, les joueurs de Pierre Cahuzac rejoindront dans la légende des clubs français finalistes d'une Coupe d'Europe, Reims et Saint-Étienne. Au match aller à Zurich, les Suisses l'avaient emporté 3-2. Bastia conserve donc toutes ses chances. L'équipe corse a été composée aujourd'hui. Demain soir, hélas, il y aura 2 grands absents. L'arrière Guédon, qui est remplacé par Caz. Guédon a été suspendu. Et Johnny Rep, qui, blessé, a dû laisser la place au Néo-Calédonien au sud.
Bastia donc contre les Grasshoppers de Zurich demain soir à Bastia, mais aussi en direct sur Antenne 2 à partir de 20h30. Il y a eu le rhythm and blues, le soul music et aujourd'hui il y a le disco. Le disco c'est une musique exclusivement destinée à la danse, ce n'est ni du rock ni du jerk et disons que ça n'a que de très lointains rapports avec le tango. Le disco c'est un piétinement, un balancement des hanches cadencé par la grosse caisse et la contrebasse. Une idée française qui a d'abord fait fureur aux États-Unis avant bien sûr de revenir avec du succès au bercail. Les Américains ont d'ailleurs baptisé ce nouveau style de musique le French Sound. Alors Georges Bégout a voulu se rendre compte exactement de ce qu'était le disco et sur cette musique endiablée que je vais vous laisser ce soir. Je vous rappelle tout de même qu'à 23h30 c'est Gérard Rolls qui vous présentera le dernier journal après les dossiers de l'écran qui sont consacrés ce soir à la situation en Italie. Je vous souhaite donc de passer une très bonne soirée. À demain, laissons la place au French Sound. Les compositeurs et les orchestrateurs français vont-ils coloniser l'Amérique? Ils ont vendu en 77 30 millions d'albums disco hors des frontières et réalisé un chiffre d'affaires de 120 milliards de centimes. Le Billboard, qui est la Bible des producteurs aux États-Unis, donne actuellement 7 titres français dans les 40 premiers au hit parade. Pour percer la carapace du marché américain, les compositeurs français ont dû prendre des noms anglo-saxons, ils ont dû habiller leur musique de textes anglais et voyager beaucoup. Aujourd'hui, les inventeurs du French Sound n'ont plus à dissimuler leur nom, ils sont admis. C'est le cas d'Alec Konstantinos, le pionnier et le pape du French Sound, qui définit ce nouveau style. Le French Sound est facile à définir, relativement facile. C'est tout d'abord une mélodie. Une mélodie, et il faut insister là-dessus, ça a démarré avec des mélodies en mineur. Ce qui caractérise une mélodie dite européenne, dite méditerranéenne. C'était donc la base. À cela venait s'additionner une grosse caisse qui jouait tous les temps, et avec de belles harmonies toujours en mineur, et le tout, en principe, bien réalisé. Pour réaliser un disque dans l'esprit disco, c'est-à-dire extrêmement moderne et dansant, il faut compter un budget de combien? En moyenne, on est dans la bonne mesure lorsqu'on calcule 25 millions d'anciens francs. Ça peut aller jusqu'à 30 millions, ça peut les dépasser, mais la moyenne est de 25 millions. C'est le chiffre à peu près exact de ce qu'il faut pour faire un disque dit disco. Ceux qui dansent ne se sont pas trompés sur la nouveauté et la qualité du French Sound, et de jeunes auteurs qui ont abandonné la chanson pour le disco ont vécu une aventure enrichissante. On a vendu 4 millions de 45 tours à travers le monde et plus d'1 million 300 000 33 tours. Donc voilà, c'est une très belle aventure qui n'est pas un coup parce que le deuxième album Délivrance est sorti maintenant il y a un mois et on a vendu à peu près 300 000 albums sur le monde, mais ça fait seulement un mois. Donc je pense que l'aventure va se continuer pendant très longtemps encore. Pour Marc Chantreau, du groupe Voyage, des airs romantiques, mais dès que le piano est abandonné pour le synthétiseur et les consoles sophistiquées, il pense à l'efficacité. L'Amérique ne fait pas de cadeaux. Enfin, il faut tout de même pas se leurrer parce que, bon, ça marche très fort pour nous, mais enfin, pour gagner beaucoup d'argent, il faut en vendre 4 fois plus aux États-Unis parce que là-bas, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup d'avocats, il y a beaucoup de choses. Le prince des effets spéciaux, c'est Jean-Michel Jarre. Si Berlioz ou Wagner avaient connu l'électronique, qu'est-ce que vous pensez qu'ils s'en seraient servis? Oui, sans doute le synthétiseur permet d'intégrer le réalisme, par exemple d'un son de pluie ou d'un son de tonnerre ou d'un son de locomotive, avec un certain romantisme, c'est-à-dire d'une façon musicale. Donc sans doute il l'aurait utilisé. Les nouveaux compositeurs passent plus de temps dans les avions que dans la solitude de leur atelier. Ils ont de bonnes raisons de faire autant de chemin que leur musique. On suit la carrière du disque à partir du moment où il est créé, là, sur ce piano, jusqu'au moment où on va dans le studio. On veut tout suivre parce qu'en fait, on ne peut plus confier ses intérêts, les yeux fermés, en disant, bon, ben, la maison de disque, vous allez me promouvoir cela. Résultat de cette promotion, de l'engouement général pour le disco, Hollywood et le cinéma se sont émus et la fièvre du samedi soir est en train de gagner l'Europe. L'acteur-danseur John Travolta cristallise un phénomène social dont on peut penser qu'il durera plus longtemps qu'une mode. Une vingtaine de films disco sont en préparation et ne vous étonnez pas de retrouver le nom des compositeurs français au générique.